Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette émission Talent en couleur. Comme vous le savez, la matière terre est le principal matériau de construction en milieu rural. Et tous savons justement les impacts, les intérêts, les avantages de ce matériau précisément. Dans cette émission, nous avons décidé d'en parler. Précisément, nous avons décidé de nous focaliser sur les Tatasomba, dans l'Atakora, au nord-ouest du Bénin. Pour en discuter, nous avons reçu pour vous un invité pas des moindres, un jeune, un talent en couleur, Fabrice Nokwaku. Fabrice Nokwaku est sociologue. Il est spécialiste en gestion du patrimoine à l'université d'Abomey-Calavi. Actuellement, il conduit une recherche doctorale sur la composition de l'habitat Samba. Avec lui, nous allons aborder plusieurs sujets. Fabrice, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Alors, vous travaillez, comme je l'ai dit à l'entame, vous travaillez depuis sur l'habitat en terre crue, notamment les Tatasomba. Pourquoi cet intérêt aux habitations en terre crue? Comme vous venez de le dire dans votre belle introduction, l'habitat en terre crue est le type d'habitat qui répond, en milieu rural, comme vous avez pu le souligner, qui répond aux besoins et aux moyens des communautés à la base. Pourquoi travailler sur les Tatasomba? Quel est l'intérêt? Parce que j'ai vécu dans le milieu, parce que je suis gestionnaire du patrimoine culturel. Et donc, il y a une combinaison de profils, sociologue, gestionnaire patrimoine culturel, qui a conduit à travailler sur cet habitat méconnu. Justement, dans ce cadre, vous conduisez une recherche doctorale à l'Université catholique de Louvain sur la composition de l'habitat Samba. Au cours de cette émission, nous allons en parler de long en large. Mais déjà, qu'est-ce qu'un habitat en terre crue? Un habitat en terre crue est un habitat construit avec de la terre crue. La terre, comme matériau de construction, a plusieurs propriétés, a plusieurs compositions. Et quand nous parlons de la terre crue, c'est de la terre tirée directement de son lieu d'extraction, sans additifs, en termes de ciment, en termes d'autres produits conventionnels, mais plutôt battus ou pétris et directement utilisés à la construction. Et ce type d'habitat est très écologique et économique. Vous avez parlé écologie tout à l'heure. Quels sont les avantages que présente la construction, l'habitat en terre crue? Je veux bien qu'on fasse la comparaison entre ce type d'habitat en terre crue et l'habitat de blocs en dur, de ciment et tout le reste. Quels sont les avantages d'un côté et de l'autre les inconvénients? Écologique parce que les matériaux de construction sont prélevés sur place. Ce sont des matériaux locaux qui répondent même au climat, qui répondent convenablement au changement climatique. Et quand nous prenons la terre, sans additifs, ciment notamment, elle est adaptée au changement climatique et offre ce que nous appelons en langage courant un confort thermique adéquat. C'est-à-dire que quand vous utilisez la terre crue ou la terre cuite pour construire, ou de plus en plus l'adobe en milieu urbain aujourd'hui, ça a tendance à offrir également cet avantage-là. Parce que quand il fait chaud, vous y entrez, vous avez une fraîcheur inouïe. Et quand il fait frais, ça a déjà récupéré de la chaleur de la journée, de l'effet du soleil de la journée, et ça dégage en retour cette chaleur-là qui couvre. Et c'est un effet comme ça en temps de chaleur ou en temps de fraîcheur, ça donne une adéquation en termes de confort thermique. C'est ça le premier avantage en termes d'écologie de ce type d'habitat. Par contre, économiquement aussi, vous savez, le prix du ciment aujourd'hui, ça donne à couper le souffle. Et donc, les communautés en milieu rural qui n'ont pas tous ces moyens, lorsqu'elles utilisent la terre crue, c'est sans additifs, comme je le disais, et donc sans achat de ciment.
Et du coup, économiquement, ça réduit les charges. Et en termes d'inconvénients? En termes d'inconvénients, ça, on pourrait dire que faute d'entretien, parce que c'est un habitat qu'il faut régulièrement entretenir en termes de, après chaque saison de pluie ou chaque période de crue, qu'il faudrait entretenir. Faute d'entretien, c'est un habitat qui tombe très vite en ruine par rapport au bloc, à ce qui est construit en bloc de ciment et dur qui passe plus d'années. Mais quand nous prenons le cas du Tata Somba, nous avons, dans le cadre de nos activités pour le doctorat, constaté, réalisé un inventaire, utilisé aussi d'autres travaux qui existaient, et c'est le moment de saluer l'Institut français qui a financé ce projet, Route des Tatas, qui a réalisé un inventaire où nous sommes allés constater qu'il y a des tatas centenaires qui existent. Donc si un bâtiment en terre crue a pu avoir autant d'années, d'âge, c'est quand même louable. Et ça démontre que l'habitat en terre crue est également durable. Alors, je voudrais que nous revenions un peu sur un aspect donc, des avantages de ce type d'habitat. Nous avions déjà parlé du coût, nous avons parlé de la température. Je voudrais que vous reveniez un peu sur l'émission de gaz ou de carbone, précisément, par ces types d'habitat. Parlez-nous un peu. Bien évidemment, parler d'habitat qui soit écologique et ne pas aborder cette question de carbone, c'est passé à côté de la chose. Et quand on prend le Tata Somba, par exemple, qui est l'exemple que nous citons ici aujourd'hui, où les constructions en terre crue, généralement, ce sont des habitats qui répondent justement à cette question de carbone, de crédit carbone. Parce que les matériaux utilisés, notamment la terre crue et le bois en supplément, ça dépend du choix du propriétaire compte tenu de ses moyens, la paille pour certains, ou de plus en plus les feuilles de tôle qui, à ce niveau-là, flouent un peu le calcul, mais le bois est toujours recyclable. Oui. La terre, après un temps de dégradation, retourne à la terre. Donc, l'émission carbone est tout à fait nulle. Et donc, justement, quand nous parlons de construction écologique, ça englobe et ça répond au mieux tellement à cette question d'émissions de gaz que aujourd'hui parler de construction en terre crue, on préfère faire fi parce que tout est là pour pouvoir démontrer que même le bois stocké, on peut comprendre que ça détruit la cour, mais la végétation, pardon, ça participe à la déforestation, mais ce bois n'est pas mis au feu. Oui. Ce bois est stocké là, ça stocke toujours, et puis c'est réutilisé pour d'autres constructions, comme le cas des Tata Somba par exemple, oui, qui consomment beaucoup de bois, on l'avoue, mais ces bois-là servent après à reconstruire un autre Tata, ainsi de suite. Donc ça participe plutôt au recyclage du couvert végétal. Je vois. Alors, comme on le disait, le cas atypique donc, des habitats en terre crue, ce sont les Tata Somba. Comment se présentent leurs architectures? Nous avons une architecture constituée de cases circulaires, des tourelles auxquelles sont adjointes des murs de jonction pour former une enceinte globale surélevée par un niveau qu'on appelle le rez-de-chaussée et d'autres cases qui se situent à l'étage. Donc, en soi, le Tata Somba est un habitat à étage, une maison à étage, construite en terre et en bois et en paille. Rien à envier à ce que nous construisons aujourd'hui? Ce que nous construisons aujourd'hui est un peu inspiré de cette architecture. Nous avons un niveau inférieur, le rez-de-chaussée, et un niveau étage. La particularité là, c'est que ici nous avons des escaliers faits en béton, tout ça, mais là-bas on accède à l'étage par une échelle en bois. Alors c'est dire que depuis bien des années, depuis bien des décennies, des siècles, la civilisation africaine était aussi civilisée. La civilisation africaine était aussi civilisée. Bien avancée sur son temps. Pas industrialisée, je comprends et je le réaffirme, mais
elle existait et elle participait à la mise en place d'une architecture qu'il faut définir aussi comme la formulation outillée de l'habitat. Ce n'est pas l'outil en termes de matériel ou de matériaux industriels, mais plutôt l'outil en tant que pensée. Parce que dans la chaîne constructive de Tata Somba, il y a des classes. Il y a le maître architecte, l'otamari, il y a l'architecte, il y a des ouvriers qui travaillent, et chacun a son rôle à jouer. Et du coup, quand on vous dit que pour construire un tata, il faut dégager le sol, il faut tenir compte du niveau, il faut faire ci, il faut pour la base avoir autant une quantité, une épaisseur de bord de terre qui va s'amincir jusqu'au sommet. Tout ça, c'est savant. Du coup, depuis, comme pour répondre à votre question, depuis la nuit des temps, nos ancêtres savaient réfléchir et savaient construire. Parlez-nous de la capacité de développement économique et sociologique de cette forme d'habitat. Capacité économique, il serait un peu compliqué d'en parler. Parce que c'est aujourd'hui une architecture ancrée dans le patrimoine Beta Maribé, Somba en général. Parce qu'il y a différents types de tata compte tenu des groupes socioculturels qui constituent les Somba. Et étant donné que c'est un patrimoine, c'est vrai, il y a une étude récente qui a évalué le coût d'un tata. Ça reste une propriété culturelle de ce peuple-là qui en fait une chasse gardée. Et donc, l'étendre pour pouvoir lui attribuer une valeur, ça risque d'être un peu plus compliqué. Encore que le mode de construction du tata fait que tout se construit en solidarité. Il n'y a pas une main-d'œuvre à payer. Si aujourd'hui il y a du matériel à mobiliser, ou du matériau à mobiliser, c'est notamment le bois, la paille qu'il faudrait acheter. Mais tout ça, ça reste relatif. Parce que la famille est là, la main-d'œuvre est là, aux alentours pour aider, parce que tout fonctionne en communauté, en solidarité. Et donc, la capacité économique, les études ont chiffré à environ moins d'1 million pour avoir un tata en bonne et due forme. Et donc, si on veut se mettre dans une dynamique d'étendre cette architecture-là, il faudrait se situer dans cette fourchette-là et avoir les matériaux nécessaires, les matériaux adéquats à portée de main. Par contre, le développement sociologique de cette architecture mérite encore des réflexions. Quand on sait toujours que c'est une architecture patrimonialisée et qui veut, qu'on souhaite conserver dans une région donnée, les Tata, parce que ce n'est pas qu'une architecture simple, une habitation, c'est une architecture, pardon, mais ce n'est pas qu'une simple habitation. Le Tata, je vous dis par exemple, c'est aussi un temple. Dans les fonctions attribuées au Tata, il y a ce rôle de temple. Le Tata est utilisé pour des cérémonies, le Tata est utilisé pour des rituels. Et ne serait-ce pour ça, chaque Somba sait que lorsqu'arrive le moment pour lui de faire ses rituels, ses rites de passage, il doit se rendre dans son Tata au village. Et donc, se mettre aujourd'hui à distribuer le Tata un peu partout, ça participera justement à galvauder cette sauvegarde du patrimoine, ce patrimoine qui existe. Donc, c'est bien possible. La preuve, il y a le projet Semecity qui prévoit construire des tatas dans l'espace là. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir le faire dans les règles là? Parce que le tata va avec un paysage qui lui est particulier. Est-ce qu'ils vont pouvoir construire les tatas avec la composition de leur paysage? Reste à savoir. Et quel sera l'impact sur la sauvegarde et sur même le respect voué au tata en Atakora? Ça reste des pistes futures. Oui. C'est vrai, il y a une question qui me taraude l'esprit. Tel que vous l'avez présenté, ça reste un patrimoine, une chasse gardée, précisément avec des conditions qui ne sont pas vraisemblablement possibles d'être réunies. Mais
Si on envisageait donc la possibilité de pouvoir vulgariser ce type d'habitat, comment cela pourrait-il se faire? Moi, en tant que sociologue d'abord et gestionnaire du patrimoine, tout ce que je voudrais proposer ou que je proposerais, ce serait de pouvoir créer un mécanisme de valorisation sur place dans la Takora pour que ça nourrit le tourisme, par exemple. Précisément dans la Takora. Précisément dans la Takora et hors de la Takora, non. Nulle part ailleurs. Alors, l'une des menaces qui pèsent sur la pérennisation de cet habitat traditionnel, c'est la résistance des matériaux. La résistance des matériaux. La terre crue, le bois, la paille. Que faire? C'est l'entretien. C'est l'entretien. Les tatas, je vous disais, nous avons remarqué des tatas centenaires. S'ils ont pu avoir cette durée-là, cette durabilité, c'est parce qu'ils sont entretenus régulièrement. Et les études, les travaux effectués sur le terrain à travers le projet HTC Atakora, Habitat en terre crue contre le réchauffement climatique en Atakora, a permis quand même de voir que les tatas mieux entretenus durent dans le temps. Et nous avons, dans le cadre de ce projet, accompagné les communautés à optimiser les matériaux. D'abord, la composition des matériaux, la terre à construire pour élever le mur, l'enduit, par exemple, qui est le premier, le bouclier face aux dégradations causées par la pluie, parce que la terre crue, la première menace, c'est la pluie. Oui. Et donc, la paille aussi, il y a une étude de l'université de Parakou qui a relevé les types de paille adéquates. Et nous avons constaté lors des visites de terrain que, bon, ça relève de la paresse et de la disponibilité de la paille, vu l'espace qu'avait occupé la culture du coton dans la région, qu'il y avait moins de paille. Et donc l'épaisseur de paille permettait quand même de durer dans le temps, de tenir sur 5 ans environ, au lieu de devoir renouveler la toiture chaque année. Par contre, si nous devrons réfléchir à la pérennité, c'est que justement des solutions existent aujourd'hui pour tenir le tata longtemps. Précisément, à ce propos, vous avez publié un document, un ouvrage intitulé « Manuel pour la rénovation des Tata Samba ». Manuel pour la rénovation des Tata Samba. Présentez-nous un peu cet ouvrage. Le manuel, comme vous le dites, le manuel pour la rénovation des Tata Samba est coécrit avec Elie Poporté et Renaud Plétine. C'est publié au PUL, aux presses universitaires de Louvain, dans la collection format Loki. Effectivement, est un livre en soi, comme le dit notre préfacière, qui vient présenter cette architecture-là, ses menaces et ce qu'il y a de possible pour la maintenir. C'est un livre d'environ 120 pages qui est constitué de 3 grands chapitres. Le premier, c'est les matériaux. Et nous avons là relevé de long en large la terre. Quelles sont les propriétés de la terre utilisée, les différents types de terre, parce que quand nous prenons le Tata Samba, nous disons que c'est une architecture en terre. Ce n'est pas toutes les terres qui sont utilisées, il y a des parties. Et je parlais justement pour ma thèse, je travaille sur la composition. La composition signifie ou faire remarquer qu'il y a des parties, des composants. Chaque composant a son type de terre. Oui. Nous avons dans ce chapitre-là évoqué les types de terres utilisées, quelles sont leurs propriétés, quels sont les avantages et pourquoi ces terres. Comment les utiliser de façon adéquate pour qu'elles offrent un meilleur résultat pour la construction. Oui. Le chapitre 2, c'est la construction du tata. Comment le tata se construit? Quels sont, depuis la fondation, le traçage, le choix du site, jusqu'à l'élévation et à la finition du tata. Et enfin, la rénovation elle-même, parce que, je vous disais, l'une des menaces, c'est la dégradation due aux effets de pluie et ainsi de suite. Et donc, comment rénover le tata? Quelles sont les techniques? Quels sont les matériaux adéquats pour pouvoir rénover le tata? Et c'est justement là que le travail
de terrain s'est fait ressentir, et d'où le titre de l'ouvrage manuel pour la rénovation. Dans le livre, vous présentez 4 procédés donc, de sauvegarde des Tata Samba, de l'architecture des Tata Samba. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur chaque procédé? Pour optimiser les pratiques d'entretien, nous avons développé ce que nous appelons d'abord la terre à construire. Oui. Le béton de terre, l'enduit de terre et le badigeon. Le badigeon, je reviendrai rapidement dessus. La terre à construire, premier procédé, c'est la terre qui est utilisée pour élever, construire les tourelles d'abord, construire les murs de jonction. Quel type de terre utiliser? Où la prélever? Okay. Comment la travailler pour l'appeler terre à construire, de sorte à ce qu'elle serve à élever le mur. Okay. Généralement en Atakora, c'est une terre qui est trouvée dans les environs du site de construction du Tata. Okay. Il faut juste désherber, enlever une couche arable et on tombe sur la bonne terre. Nous avons vu dans nos recherches et proposé dans ce manuel qu'il faut tamiser un peu cette terre de sorte à enlever les graviers de plus de 2 cm d'épaisseur par exemple, qui facilite le pétri. Parce que c'est de la terre pétrie et donc fait au pied nu. Et donc, plus il y a de gros graviers, il sera difficile aux hommes de bien pétrir. Alors que quand la terre elle est très bien pétrie, elle est homogène, un peu élastique et répond au mieux à la consistance même de cette terre. Et donc quand la terre est prélevée comme ça, travailler, nettoyer, désherber, tamiser, et avec des gros grains de gravier à côté, il faut ajouter de l'eau et bien pétrir pour faire constituer les boules qui sont renvoyées au constructeur pour l'élévation du Tata. Okay. Ça, c'est ce que nous avons apporté à ce niveau terre à construire. Le béton de terre, c'est là qu'il y a un peu plus besoin de gravier de grosses dimensions, parce que ça ne nécessite pas, ça n'a pas besoin d'être pétri. Okay. Et cette terre est moulée à l'eau, mouillée à l'eau, et mélangée convenablement de sorte à avoir une solution homogène qui est transportée sur la charpente, la plateforme posée avec le bois pour les poutres et poutrelles. Okay. Et pourquoi ne pas pétrir? Pour ne pas faire disparaître tout le sable qui devrait se mélanger à ces graviers-là. De sorte à ce que, lorsque c'est mis dessus, parce que la technique utilisée, c'est le damage. Okay. Après. Lorsque c'est posé comme ça, sans être pétri, et que ça se fait damer, ça répond au mieux à l'adhésion, mieux que quand c'était déjà pétri. Okay. Après, nous avons l'enduit de terre. L'enduit de terre d'Atakora, c'est l'enduit spécial qui est composé avec une terre spéciale aussi prélevée dans les lits de rivière. Une terre jaunâtre prélevée dans les lits de rivière parce que dépouillée de saleté et un peu argileuse à cause de l'eau qui a déjà lavé, oui. Et qui est mélangée à la bouse de vache. Nous avons dans nos recherches trouvé que les feuilles de Nîmes, soit pilées, soit laissées macérer, permettent de lutter contre les termites, les rongeurs. Et donc le mélange de l'eau venant de Nîmes avec cette terre, en plus de la bouse de vache, oui. Il y a une plante locale appelée Diyuani, dont la macération offre une solution gluante et collante. Vous savez, même pour les peintures utilisées dans les bâtiments conventionnels, dans les constructions conventionnelles, il y a de la colle qui est ajoutée. Oui. Donc le Diyuani vient répondre à ce rôle wow. de colle. Oui. Et ça se savait déjà par nos parents. Et donc le Diyuani associé, l'eau du Diyuani, parce que je vous ai dit c'est macéré, c'est laissé macérer, et c'est cette eau qui est recueillie et mélangée à l'enduit fabriqué à la main par les bonnes dames, parce qu'il faut dire, comme je vous disais, il y a des acteurs, chaque acteur a son rôle. L'enduit et la décoration, c'est le rôle des femmes. Et donc ce sont les femmes qui vont chercher la terre dans les lits de rivière. Ce sont elles qui mobilisent la bouse de vache,
fraîches pour laisser fermenter. Et ce sont elles qui vont chercher la liane, le yuani, et font macérer. Et ce sont également elles qui récupèrent la poudre de néré, la poudre de cosse de néré, pardon. Parce que le néré, c'est ce qui est utilisé sur place pour fabriquer la moutarde. Lorsque l'intérieur, le fruit, du fruit est utilisé, la cosse est réduite en poudre. Et cette poudre-là, comme ils l'appellent localement là-bas, c'est du ciment. Ah. Ah ben oui, cette poudre a des propriétés très élevées qui créent des adhésions comme le ciment. Et donc, le mélange de la terre, de la bouse de vache, du yuani et de cette poudre de cosse de néré permet, à force de mélanger, le mélange déjà permet de créer une solution homogène qui est également appliquée à la main sur l'ouvrage, sur le tata, oui, ou sur les habitats en terre crue, généralement même des habitats circulaires ou rectangulaires, comme ça appliqué à la main. Et après quelques temps de séchage, il faut le décorer, oui, d'où les griffes les griffures que nous observons sur les tatas. Et après la décoration, nous avons le batigeon. Le batigeon qui est également fait avec la cosse de néré pilée. Le reste, les résidus ne sont pas jetés. Tout est utilisé, écologique, économique, ça répond également à cela. Les cosses de néré pilées, les résidus sont mis dans une marmite dans laquelle on ajoute de l'eau. Et nous avons apporté en plus la rouille de fer, parce que c'est de l'oxyde, ça dégage de l'oxyde de fer, qui est très adéquat pour l'étanchéité. Et donc, cette rouille de fer, ajoutée à l'eau dans la marmite, est fait bouillir, et le produit est aspergé à l'enduit déjà appliqué donc à l'ouvrage. Et cette application du batigeon permet de mieux protéger l'ouvrage, de mieux protéger le bâtiment, l'enduit, contre la menace de la pluie, parce que ça offre une meilleure étanchéité, par exemple, des trucs comme ça. Mais dans l'ouvrage ou dans notre document, nous avons développé aussi ce que nous appelons la terre accolmatée, qui vient en plus, parce que entre les tourelles, je vous ai dit, les différentes parties de la composition de l'architecture Somba, il y a d'abord les tourelles qui servent de case ou de support de grenier. Il y a les murs de jonction. Entre les murs de jonction et les cases, le lieu de jonction justement, on a remarqué qu'il y a souvent des fissurations qui se créent. Pour répondre à ces fissurations, les gens avaient pour habitude d'utiliser du ciment, ce qui ne répondait pas bien, parce que le ciment à la terre crue, ça ne fait pas tellement bon ménage. Après quelques mois, on a des décollements et l'adhésion n'est pas bonne. Et pour répondre à ça, nous avons pensé à ce que nous appelons la terre accolmatée. Et donc la terre accolmatée est faite avec de la terre de termitière qui est mélangée à la poudre de cosse de néré qui est utilisée pour l'enduit également, dont je vous parlais. Et donc, ce mélange-là est appliqué. Après décapation, on décape un peu la partie, on humidifie et on applique cette terre accolmatée. Alors, en dehors de cela, quels sont les projets pour non seulement la rénovation des Tata Somba, mais quels sont les projets également pour, je l'ai dit, mais en griffe, je reviens sur ça, la vulgarisation de ce type d'habitat? Les projets, nous avons sorti un livre ou un document qui se présente comme une contribution à l'effort du gouvernement aujourd'hui qui veut déjà inscrire la partie béninoise des Tata au patrimoine de l'UNESCO. Et donc, inscrire les Tata, ça va forcer le Bénin, ça va nous obliger à les entretenir, à les conserver. Oui. Nous offrons là les outils, les rudiments d'un meilleur entretien qui va tenir sur la longue. Et pour la divulgation, ça rejoint ce que nous avions déjà dit. Il va falloir y réfléchir convenablement pour savoir qu'est-ce qui est assorti. Parce que dès lors que le Tata sera inscrit au patrimoine, on ne peut plus tout faire avec. Ouais. Il va falloir
le garder pour le tourisme dans ce milieu, parce que c'est inscrit avec son paysage. On ne peut plus le sortir de ce contexte-là, on ne peut plus le sortir de ce milieu, n'importe comment. Par contre, ça peut susciter des envies, d'ailleurs. Des gens me demandent déjà, dans Porto Novo, ici, par exemple, j'ai bien envie de construire un tata. Est-ce que je peux? Ben, ils peuvent. Ils peuvent. C'est une architecture, certes, d'un peuple, mais ça peut bien inspirer des gens à construire des tatas modernes ou des constructions modernes inspirées du style tata ou des constructions typiquement tata. L'essentiel pour eux, c'est de mobiliser les matériaux, dont certains viendront certainement de la Takora. Comme vous l'avez constaté, nous avons parlé au cours de cette émission d'habitat en terre crue. Précisément, nous avons parlé des Tata Samba dans l'Atakora, au nord-ouest du Bénin. Nous avons aussi parlé de ce manuel, le manuel de rénovation des Tata Samba. Chers amis, c'est une contribution à la construction au Bénin, en Afrique. Une contribution de taille. C'est un travail de réflexion, un travail de recherche qui est mis à la disposition de tous pour exploitation. Nous luttons pour un monde plus écologique. Merci à vous et à très bientôt.